12 juillet 2019, Cherbourg. Le premier sous-marin nucléaire d'attaque français de nouvelle génération est inauguré en présence du président de la République française et de la ministre des Armées. Ce navire, premier d'une série de 6, porte un nom très peu connu du grand public, le nom d'un amiral français considéré comme l'un des plus grands amiraux de l'histoire, y compris aux États-Unis et en Angleterre, où ses ennemis le surnommèrent l'amiral Satan, Pierre-André de Suffren. « 1744, devant le port de Toulon, les voiles de la Royal Navy patrouillent, menaçantes. Le port français où s'est réfugiée une flotte espagnole est sous surveillance de la flotte anglaise qui cherche à détruire les navires de Madrid. Depuis quelques années en effet, le Royaume-Uni et l'Espagne des Bourbons sont en guerre sans que la France n'y prenne part. Mais après 2 ans de blocus et 30 ans de paix, la flotte française force finalement le barrage afin d'escorter son allié espagnol vers Barcelone. À l'issue d'une bataille remportée par les Français, la flotte anglaise se retire. Lors de cette bataille, un jeune marin de 15 ans reçoit son baptême du feu, André-Pierre de Suffren. Issu d'une famille noble originaire de Provence, Suffren a un peu plus de 14 ans lorsqu'il est inscrit à l'école des gardes de la marine le 30 octobre 1743. La France est alors gouvernée par Louis XV et possède un empire colonial très riche, s'étendant d'Amérique du Nord aux Indes en passant par les Antilles. Cet essor colonial français est vu d'un mauvais œil chez les marchands de Londres, jaloux de la richesse des colonies françaises, notamment en Inde, et les tensions s'accroissent fortement entre les deux nations. En Atlantique Nord notamment, des vaisseaux anglais tirent sur des navires français sans déclaration de guerre ou capturent des pêcheurs français. Si bien qu'en 1744, la guerre est de nouveau déclarée entre Londres et Paris dans le cadre de la guerre de succession d'Autriche. C'est dans ce contexte que Suffren, alors âgé de 15 ans, découvre la guerre. Après la victoire du Cap Sicié, dont nous avons parlé en introduction, le futur chef d'escadre embarque en 1746 sur le Trident, un vaisseau de 64 canons, dans une expédition destinée à reprendre la forteresse de Louisbourg, capturée par les Anglais 1 an auparavant. Forteresse située sur le fleuve Saint-Laurent, cette place ouvre la voie au Québec et aux colonies françaises d'Amérique du Nord. L'expédition apparaît de Rochefort le 22 juin, après des préparatifs laborieux. En effet, les décennies de paix ont complètement désorganisé la logistique française, notamment au port militaire de Brest. Initialement, c'est une énorme expédition de 60 navires marchands et 20 navires de guerre qui doivent franchir l'Atlantique, reprendre la forteresse avec 3500 soldats, puis détruire le port de Boston en Amérique anglaise. Mais la France parvient à peine à trouver assez d'hommes d'équipage pour armer ses navires. Les vivres, l'eau douce et autres denrées de première nécessité s'entassent pendant des semaines avant le départ, si bien que l'expédition est très vite touchée par les maladies avant d'être finalement décimée par le scorbut et les tempêtes. Dans ce marasme, le jeune Suffren est tout de même remarqué pour ses qualités humaines, mais surtout, il reste marqué à vie par cette expédition catastrophique. Pour le reste de sa carrière, Suffren accorda une grande importance à la logistique et à l'hygiène, comme nous le verrons plus tard. Malgré ce lourd échec, la stratégie des grands convois ordonnés par Maurepas est un succès, une stratégie pensée bien en amont. En effet, Maurepas favorisa entre autres l'émergence d'un nouveau type de navire, le vaisseau de 74 canons, qui marqua l'histoire de la bataille navale. Face à l'écrasante supériorité navale anglaise, Maurepas donne à la marine française des missions précises, la conquête d'une île ou d'un port et la protection des convois. Il s'agit de protéger les nombreux navires de commerce français qui croisent entre les colonies et les ports de l'Atlantique en organisant de grands convois escortés par des frégates ou des vaisseaux de premier rang. Le commerce français se maintient ainsi grâce à des dizaines, voire des centaines de navires de commerce naviguant en convoi, escortés par des vaisseaux de guerre.
Face à ces succès français, la Royal Navy change de stratégie. La flotte anglaise croise au plus près des côtes françaises afin de détecter au plus tôt les départs des convois français afin de les intercepter. C'est ainsi qu'une première bataille très violente survient le 14 mai 1747 au cap Ortegal, dans laquelle les Anglais ne parviennent pas à détruire le convoi grâce au sacrifice des vaisseaux français. Si Suffren n'est pas présent à Ortegal, il se retrouve dans la même situation quelques mois plus tard, en octobre 1747, au cap Finistère. Suffren est alors lieutenant sur le Monarque, un vaisseau de 74 canons modernes, au sein d'une petite flotte de 8 vaisseaux, commandée par le marquis de l'Étenduère, escortant un immense convoi de 252 navires de commerce à destination des Antilles. Mais au large de l'Espagne, le convoi est surpris par la flotte de l'amiral Hawke et ses 14 vaisseaux. Largement supérieur en nombre à la petite escorte française, les Anglais se voient déjà capturer le convoi et porter un coup fatal au commerce anglais, ruinant ainsi des dizaines d'armateurs. Mais les navires français s'imposent alors à 1 contre 2. Débute alors une bataille d'une incroyable violence. Les Anglais encerclent les Français, le monarque de Suffren reçoit des dizaines de boulets anglais, prend l'eau de toutes parts. Son commandant meurt au combat, comme 130 membres d'équipage. À court de munitions et gravement endommagés, 5 navires français amènent leur pavillon, c'est-à-dire qu'ils se rendent. Mais les Français n'ont pas dit leur dernier mot. Ainsi, le tenant et ses 80 canons se bat à 1 contre 5 pendant des heures. Au bord de la catastrophe, il est sauvé par l'arrivée de l'Intrépide qui se jette dans la bataille. Les 2 derniers navires français se battent avec acharnement pendant des heures et parviennent finalement à échapper aux Anglais à la faveur de la nuit, gravement endommagés, mais en ayant infligé de lourds dégâts à l'ennemi. Les navires de la Royal Navy, s'ils battent les vaisseaux français, sont très endommagés et laissent échapper le convoi. Suffren, prisonnier sur l'un des navires anglais, fut très impressionné par la violence des combats, le courage et l'audace des équipages français, notamment l'héroïsme de Vaudreuil, le commandant de l'Intrépide. Relâché à 19 ans après 1 an et demi de captivité dans les geôles anglaises, Suffren, désormais enseigne de vaisseau, rejoint pour quelques années l'île de Malte, en Méditerranée, afin de faire ses classes navales dans l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, ordre religieux catholique hospitalier et militaire datant des croisades. Durant quelques années, la France et l'Angleterre vivent une paix fragile et le traité d'Aix-la-Chapelle n'a rien réglé. L'empire colonial français est intact et les marchands britanniques se sentent plus menacés que jamais à travers le globe. En Amérique du Nord, l'immense domaine colonial français donne aux Anglais l'impression que leur colonie de la côte atlantique est encerclée. Au Canada, les colons britanniques voudraient s'implanter plus à l'ouest, mais les Français, pourtant largement inférieurs en nombre, leur barrent la route. Aux Indes, Dupleix, qui a pris la tête de la Compagnie des Indes françaises, reprend sa marche pour tenter de concrétiser son projet de créer le royaume français dont il serait le vice-roi. Avec le retour de la paix, le commerce colonial a explosé et les Français semblent prendre l'avantage partout. La paix profite donc plus à la France qu'à l'Angleterre, alors que l'opinion publique britannique s'agite et s'affirme de plus en plus anti-française. Le cabinet britannique, d'abord prudent, évolue peu à peu vers la guerre, sous la pression d'hommes comme William Pitt, porte-parole du lobby colonial à la Chambre des communes. L'arrivée révolutionnaire des vaisseaux français de 74 canons, auxquels je consacrerai une émission spéciale, a également marqué les esprits anglais. La Royal Navy s'inspire de vaisseaux français grâce à l'étude d'un navire capturé, l'Invincible, pour construire ses nouveaux navires. Réforme de recrutement, du ravitaillement, de la discipline et du corps des officiers, construction de bases navales en Outre-mer, la Royal Navy est revancharde et prête à rentrer en guerre. Pendant cette paix, la France de Louis XV, malgré l'impulsion de Maurepas, rénove peu sa marine, remplaçant les navires endommagés ou coulés, malgré les manques de crédit. La guerre a coûté cher, Louis XV se méfie de la chose navale, et beaucoup en France préfèrent l'Europe continentale aux aventures maritimes et coloniales coûteuses et incertaines. La France a tardé à augmenter les budgets pour contrecarrer la menace anglaise qui grandit. Face aux rumeurs d'invasion du Canada français, Louis XV envoie tout de même une expédition aux Amériques afin de renforcer ses colonies, expédition à laquelle Suffren participe et que les espions anglais rapportent à Londres.
Le 10 juin 1755, au large de Terre-Neuve, une partie de l'escadre française est abordée par une flotte britannique. Pris d'un doute, le commandant de l'Alcide demande au porte-voix « Sommes-nous en paix ?» Ce à quoi l'Anglais répond « Oui, oui, la paix, la paix !» Mais l'Anglais tire et tente de capturer les navires français sans déclaration de guerre. Malgré cet acte de fourberie typique de l'Anglois perfide, l'interception est un échec. 18 des 20 vaisseaux français parviennent au Canada et Suffren rentre à Brest immédiatement après. À Paris, c'est la stupeur. Malgré les rumeurs, personne à Versailles ne pensait vraiment que la guerre arriverait. Et alors que Louis XV tergiverse, tente de ramener Londres à la raison, la Royal Navy capture des dizaines de navires de pêche et de commerce français, emprisonnant les matelots français, ces matelots qui forment naturellement le réservoir de la marine française en temps de guerre. La Royal Navy, ayant été très impressionnée par la combativité, l'audace et la ténacité des Français inférieurs en nombre lors de la guerre précédente, capture ainsi près de 6000 Français et 300 navires avant même que la France n'ait le temps de déclarer la guerre et de s'organiser. La guerre n'est officiellement déclarée qu'1 an plus tard, et Suffren, désormais lieutenant de vaisseau, embarque sur l'Orphée, un vaisseau de 64 canons. Sous les ordres du comte de la Galissonnière, le navire de Suffren apparaît de Toulon en avril 1756 avec des centaines de navires de transport pour capturer par surprise l'île de Minorque dans les Baléares. Les Français débarquent facilement et assiègent la forteresse. Mais les Anglais ne se laissent pas faire et quelques jours plus tard, une force navale anglaise supérieure en nombre et en puissance s'approche, conduite par l'amiral Byng. La Galissonnière accepte la bataille et Suffren est à l'avant-garde d'une bataille traditionnelle en ligne de file. Les Français se battent bien et l'amiral Byng bat en retraite, direction Gibraltar. Tandis que l'amiral anglais fut condamné à mort pour sa défaite, le capitaine Suffren est cité par le comte de la Galissonnière pour son comportement sur l'Orphée. Mais la victoire de Minorque, sur terre comme sur mer, fut vite éclipsée par une série de défaites. La stratégie de capture des matelots par la Royal Navy porte enfin ses fruits et la marine française ne parvient pas à redresser la barre. Très vite, l'Angleterre prend l'avantage dans les colonies et sur mer. Ainsi, un projet de débarquement de troupes françaises en Angleterre est déjoué par la Royal Navy, projet qui se termine en catastrophe lorsque la flotte de Toulon, tentant de rallier Brest par Gibraltar, est surprise par l'escadre de l'amiral anglais Boscawen. Largement battu dans une première bataille, le reste de la flotte se réfugie au Portugal avant de s'échouer en baie d'Almadora, une catastrophe plus connue sous le nom de bataille de Lagos. Lors de ce désastre, Suffren est fait prisonnier une deuxième fois alors que la flotte de Brest est écrasée lors de la bataille des Cardinaux. Par incompétence et désobéissance, la flotte française disparaît quasiment en l'espace de 2 batailles, laissant la maîtrise des mers et donc des colonies à l'Angleterre. En tant qu'officier, Suffren est libéré sur parole en 1760 avec la promesse de ne plus prendre les armes contre l'Angleterre jusqu'à la fin du conflit qui dura jusqu'en 1763. Durant cette période, Suffren retourne travailler au service de l'ordre de Malte. La guerre de 7 ans fut une catastrophe pour la marine royale et pour la France en général qui perd l'essentiel de ses colonies. À partir de cette date, Louis XV, mais surtout le ministre Choiseul, s'engage dans un programme de reconstruction de la marine dont j'ai déjà parlé dans mon émission sur la bataille de Chesapeake que je vous invite à regarder. À partir de 1763, Suffren embarque sur la Pléiade, petite frégate qu'il connaît bien, puis très vite commande son premier vaisseau, le Caméléon. Il part alors combattre les pirates barbaresques contre lesquels il se met en valeur et se fait connaître par le ministre Choiseul. Patrouillant entre Oran et Gibraltar, Suffren se met en valeur en détruisant des frégates et embarcations barbaresques de nuit dans leur port et en bombardant les villes portuaires dans le cadre de représailles. Après ces bombardements, Suffren participe aux négociations de paix avec le Maroc, négociations menées par le comte de Brognon. C'est lors de ces négociations que notre héros du jour apprend la diplomatie en plus du métier des armes. La France signe finalement un traité de paix et de commerce avec le sultan. Après cette petite période de succès pour Suffren, il est l'heure pour lui de se faire connaître à Versailles, malgré l'absence d'appui familial. Grâce au comte de Brognon cependant, Suffren parvient à entrer à la cour de Versailles en 1767 et rencontre ainsi le ministre Choiseul.
S'il est promu capitaine de frégate à l'issue de cet entretien, il n'obtient cependant pas de commandement pendant cette période de paix, étant encore jeune et la marine royale n'ayant pas encore assez de vaisseaux. Afin de ne pas perdre de temps à terre, Suffren retourne une troisième fois servir l'ordre de Malte. Après les barbaresques marocaines, Suffren affronte désormais les barbaresques de Tunis et mène quelques missions d'escorte de convois en Méditerranée orientale. Les années passent et Suffren est devenu l'un des officiers expérimentés et indispensables de la marine royale au moment où Louis XV monte sur le trône et que Sartine prend le poste de secrétaire d'État à la marine. Ce même Sartine remet à l'ordre du jour les escadres d'évolution. En effet, en temps de paix, la plupart des vaisseaux, et donc des équipages, naviguaient seuls ou en convoi marchand. Or, dans un nouveau conflit, ces mêmes officiers devraient immanquablement combattre en escadre, c'est-à-dire en coordination avec plusieurs navires. Si les entraînements en escadre coûtent cher, ces évolutions sont cependant indispensables. Le premier de ces grands entraînements a lieu en 1776, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, la révolte gronde et que les tensions avec l'Angleterre sont de plus en plus palpables. Suffren participe à ce grand exercice sous l'œil méfiant de la Royal Navy. En 1777, Suffren obtient le commandement d'un vaisseau de 64 canons, le Fantasque, et l'année suivante, en 1778, il devient en parallèle général des galères de Malte. 1778, c'est aussi le retour de la guerre avec l'Angleterre. En effet, après avoir approvisionné discrètement les indépendantistes américains en armes et en matériel, soutient désormais pleinement les révolutionnaires afin d'affaiblir l'ennemi anglais et prendre ainsi sa revanche sur Londres. Le Fantasque et Suffren sont intégrés à la flotte du vice-amiral d'Estaing, comprenant 17 navires qui doit prêter main forte aux insurgés. Après une traversée compliquée, en raison de mauvaises décisions de d'Estaing, l'escadre se présente devant la base navale anglaise de Newport afin de bloquer le port. Malheureusement, en raison de 80 jours de traversée et d'une mauvaise coordination avec les insurgés américains, l'effet de surprise est perdu face aux 6000 soldats anglais de la garnison et la flotte française doit se contenter d'un blocus car les Américains ne sont pas prêts. Malgré un coup d'éclat de Suffren, qui s'infiltre dans les chenaux afin de détruire des batteries anglaises, le blocus est un échec. La flotte anglaise de l'amiral anglais Euves, qui arrive de New York pour libérer le port, et une violente tempête surviennent, endommageant ainsi la flotte française. Après avoir réparé à Boston, d'Estaing appareille finalement pour la Martinique en septembre, avant la mauvaise saison. Dans la colonie française, apprenant que les Anglais ont débarqué à Sainte-Lucie, d'Estaing reprend la mer en embarquant 3000 hommes de troupes et se présente le 15 décembre devant l'île occupée. Il découvre alors une escadre anglaise au mouillage, 7 vaisseaux et frégates et une poignée de petites unités. Les Français disposent eux de 12 vaisseaux. C'est une occasion unique d'attaquer, mais aux grandes dames de Suffren, d'Estaing préfère débarquer son contingent un peu plus loin avec des pièces d'artillerie de marine et tenter un assaut. L'attaque est un échec sanglant qui coûte la vie à 800 hommes. Suffren, très inquiet, fait remarquer que les Français désarmés par le débarquement sont maintenant extrêmement vulnérables si venait à se présenter l'escadre britannique de Byron, dont on sait qu'elle croise dans le secteur. Suffren conseille à son chef de réembarquer et d'attaquer les 7 vaisseaux anglais au mouillage avant l'arrivée de Byron, contre qui on pourra se retourner juste après. d'Estaing réembarque donc, mais pas pour attaquer. Le 24 décembre, il lève l'ancre et regagne piteusement la Martinique, contraignant la garnison de Sainte-Lucie à la reddition. À cause des errances de son chef, l'expédition d'Estaing est un échec sur toute la ligne. Le contre-amiral s'est révélé hésitant, lent, incapable de saisir les opportunités aux grandes dames du bouillon Suffren, qui se manifeste bruyamment dans sa correspondance. Cependant, l'année 1779 se présente mieux. Les renforts arrivent pour les Anglais et pour les Français. De Grasse, Vaudreuil et La Motte-Piquet arrivent et ce sont plus de 20 vaisseaux qui sont réunis sous les ordres de d'Estaing qui choisit d'attaquer l'île de la Grenade au mois de juillet. Et cette fois-ci, c'est un plein succès, puisque l'île est prise en 2 jours au prix d'un minimum de pertes. Le 6 juillet au matin, la flotte britannique de l'amiral Byron se présente devant l'île capturée par les Français. Pensant à tort que les équipages français sont encore à terre, ils tentent de se faufiler entre l'île et les navires français.
Malheureusement pour l'Anglois, les vaisseaux français sont armés au complet et la flotte britannique est prise entre les feux des batteries côtières d'un côté et les voiles françaises de l'autre. Suffren, toujours commandant du Fantasque, commande l'avant-garde française et montre alors toutes ses capacités de commandement. Le combat est particulièrement violent et l'escadre anglaise encaisse plus de 20 000 coups de canon. 4 vaisseaux ennemis sont complètement hors de combat et l'arrière-garde anglaise est également désorganisée. Suffren, mais également Lamotte-Piquet, enjoignent le contre-amiral d'Estaing de poursuivre les Anglais qui s'enfuient, de capturer les navires désemparés, mais d'Estaing, de nouveau, ne fait rien. La victoire aurait pu être totale et décisive, elle n'est que partielle. Le chef d'escadre ne tente rien non plus contre le convoi des troupes anglaises, pourtant à peine protégées désormais. Défaite la plus désastreuse de la Royal Navy depuis Bézevier en 1690 selon l'amiral américain Alfred Mahan, la Grenade est surtout une victoire française inexploitée. S'il avait poussé son avantage en écoutant Suffren, l'amiral d'Estaing aurait pu porter un coup fatal aux Anglais dans les Antilles, en Amérique du Nord, dont l'effet se serait fait sentir jusqu'à Londres. Malgré les critiques violentes de Suffren à son égard, d'Estaing fait de plus en plus confiance à son second, lui confiant des missions comprenant plusieurs vaisseaux. Suffren capture ainsi de petites îles anglaises en toute autonomie. Après ses succès dans les Antilles, d'Estaing répond à l'appel au secours des Américains, mal en point en Géorgie. Globalement, cette dernière opération avant de rentrer en France est un échec, mais Suffren se distingue à nouveau, se voyant confier toujours plus de navires. De plus, si la capture de la ville de Savannah n'a pas été réussie, l'attaque incite les Anglais à évacuer le sud, mais également le port de Newport au nord, permettant ainsi aux troupes françaises de Rochambeau de débarquer en Amérique. La campagne d'Estaing et de Suffren aux Amériques se termine avec quelques succès, mais le bilan reste tout de même mitigé. Les mois passent, la guerre avec l'Angleterre ne prend pas encore de tournure décisive. En 1780 cependant, les choses avancent pour Suffren, notre héros du jour, dont le nom se retrouve sur le bureau du roi Louis XVI à Versailles. En effet, par rancunier, d'Estaing insiste auprès de Sa Majesté pour que son second soit promu chef d'escadre, proposition appuyée par le ministre Sartine. Mais Suffren n'est que 4e au tableau d'avancement et Louis XVI craint de passer outre les corporatismes en accélérant la carrière de l'un de ses meilleurs officiers. Malgré tout, Suffren est récompensé et reçoit le commandement du Zélé, un vaisseau de 74 canons. Affecté au blocus de Gibraltar et de Minorque avec la flotte espagnole, Suffren se rend compte lors d'une magnifique capture d'un convoi anglais que les Britanniques ont un avantage décisif avec leur coque désormais doublée de plaques de cuivre. Cette innovation est connue des Français. Elle permet de protéger les coques en bois des mollusques, mais également d'améliorer la vitesse des navires. Les coques étant plus propres, avec donc moins de coquillages et d'algues incrustées, l'eau s'écoule mieux autour du navire, il y a moins de frottement, et donc le navire évolue plus vite. C'est après cette capture de convoi, qui a vu quelques navires anglais s'échapper grâce à leur vitesse, que Suffren écrit de nouveau à Versailles pour demander à généraliser l'équipement des plaques de cuivre pour les navires français. Une fois de plus, Suffren est écouté et le ministère ordonne de passer au doublage en cuivre, même si cette réforme prendra du temps. Pierre-André de Suffren a ainsi su se rendre incontournable au cours des dernières années. La guerre s'éternise, le coût financier de celle-ci commence à peser sur les finances du royaume. Les succès sont visibles, mais loin d'être déterminants. Sur les conseils de Necker, ministre des Finances, Louis XVI nomme alors un nouveau ministre de la Marine, Castries. Celui-ci change radicalement la stratégie navale menée jusqu'alors. Désormais, les tentatives d'invasion de l'Angleterre sont abandonnées et les efforts sont portés dans les Outre-mer. Aux Antilles et aux Amériques bien sûr, à Gibraltar toujours en lien avec la flotte espagnole, et désormais vers l'Afrique du Sud et l'océan Indien avec une escadre entière confiée à Pierre-André de Suffren, âgé alors de 51 ans. Celui-ci doit dans un premier temps porter secours aux alliés néerlandais en protégeant la colonie du Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud, menacée par la Royal Navy. Suffren commande désormais un vaisseau de 74 canons tout juste sorti des chantiers, le Héros, doublé en cuivre, 4 autres vaisseaux et une corvette. Si l'effort principal de la guerre est tenu par De Grasse, dont l'action fut décisive à la Chesapeake,
Suffren compte bien profiter de sa mission de diversion en océan Indien pour se couvrir de gloire. L'escadre de Suffren part de Brest à peu près au même moment que l'escadre britannique de Johnston part d'Angleterre. L'Anglais part pour envahir la colonie du Cap, le Français pour la protéger. Mais alors que Johnston fait escale au mouillage dans l'archipel de Cap-Vert pour ravitailler, il est surpris par Suffren qui arrive lui aussi pour se ravitailler en eau douce. Suffren, qui ne s'attendait pas non plus à voir les Anglais, profite de l'occasion et attaque immédiatement les navires à l'ancre. Une flotte surprise au mouillage, sur une côte ou dans une baie ouverte, est toujours extrêmement vulnérable, d'autant qu'une partie des équipages est souvent à terre. C'est une occasion qu'il ne faut pas laisser passer, mais beaucoup de vaisseaux français sont encore loin derrière. Suffren s'engouffre quasiment seul entre les navires anglais et tire de tous les bords. Rejoint par l'Hannibal, la situation des deux navires français devient vite périlleuse au fur et à mesure que la flotte anglaise se remet de sa surprise. Finalement, Suffren sort de la baie suivi de l'Hannibal en bien mauvais état après avoir infligé de terribles dégâts aux navires anglais. Cette bataille de Porto Praya, acharnée, confuse, indécise et extravagante, se termine sur une victoire française par abandon de l'adversaire. Suffren a combattu avec à peine la moitié de ses forces. Seuls les 2,74 canons ont été engagés à fond, mais avec une efficacité réduite de moitié, car le commandant de l'Hannibal avait oublié de rappeler au poste de combat, ce qui a bien failli causer sa perte. En fin de compte, seul le héros a combattu à la hauteur de sa puissance de feu et de sa position dans le dispositif adverse, le vent changeant ayant empêché les autres navires de s'engouffrer dans la baie. Les Français remportent ainsi une victoire stratégique, car les Britanniques doivent évacuer pour réparer, ce qui permet à Suffren d'arriver au Cap en premier pour renforcer la colonie avant de pénétrer en océan Indien. Arrivant en octobre 1780 à l'île de France, actuellement l'île Maurice, Suffren se place sous les ordres de la flotte du comte d'Orve. La mission de la flotte française est simple. Porter le conflit dans les riches colonies britanniques d'Inde afin de déstabiliser le commerce anglais et d'affaiblir Londres, mais aussi protéger les colonies hollandaises. Les Britanniques possèdent de leur côté l'escadre bien armée du contre-amiral Edward Hughes, inférieur en nombre, mais composé de vaisseaux plus puissants. Le temps que les Français arrivent, les Anglais ont déjà capturé les places hollandaises de Negapatam, au sud de l'Inde, de Trincomalee, dans l'actuel Sri Lanka. Si Suffren est commandant en second de l'escadre française, la situation va vite s'accélérer pour notre héros du jour, avec le décès soudain du comte d'Orve en février 1782, laissant ainsi à Suffren le commandement de la totalité de la flotte française en océan Indien. 8 jours plus tard, c'est la première escarmouche avec Hughes au sud de Madras. Cette bataille se solde par une victoire tactique française, mais les navires britanniques parviennent à s'échapper. Cette première victoire permet à Suffren de débarquer les 2000 soldats du général du chemin, se ravitailler et soigner les nombreux marins atteints du scorbut. L'escadre de Suffren capture également de nombreux navires marchands, dont la valeur de la cargaison permet à Suffren de financer sa campagne. En effet, Suffren n'a pas assez de matériel pour mener sa mission comme il l'entend. Il n'y a pas assez de mâture de remplacement, pas assez de bois ou de gréement, notamment pour remplacer les pertes en bataille ou les pertes d'usure. Aux Indes, Suffren met à profit sa petite expérience de diplomate, acquise notamment au Maroc, comme nous l'avons vu. Ralliant le sultan du royaume de Mysore, Haïdar Ali, Suffren obtient l'appui de troupes indiennes ainsi que des moyens financiers et matériels pour lutter contre la couronne britannique. Ainsi, les troupes françaises s'emparent rapidement du port de Gondolour, au sud de l'Inde. Après ce nouvel objectif atteint, Suffren navigue désormais vers Ceylan, l'actuel Sri Lanka, alors colonie néerlandaise, afin d'obtenir également un soutien logistique, mais aussi et surtout de reconquérir le port de Trincomalee aux mains anglaises. Au cours de la traversée, Suffren et Hughes se rencontrent à nouveau lors de la bataille de Provédienne, sans qu'aucun des deux commandants ne prenne vraiment l'avantage. Néanmoins, les Britanniques ne parviennent toujours pas à arrêter Suffren dont le navire, le Héros, a subi de lourds dégâts.
Je ne rentre volontairement pas dans le détail de toutes les batailles, je ferai des petits formats consacrés à ces combats dans des émissions dédiées. Les Français restent maîtres des mers, mais tout n'est pas au beau fixe dans l'escadre de Suffren. En effet, le bailli accuse certains de ses commandants de ne pas s'engager à fond dans les batailles. Si l'accusation peut être en partie justifiée, notamment lors de la bataille de Sadras, elle est nuancée par les historiens. Les sautes de vent empêchent souvent les manœuvres, et les décisions extrêmement rapides de Suffren ont régulièrement empêché les capitaines de suivre, comme à la Praia ou à Prevedienne. Autre élément, les vaisseaux français sont très éloignés de l'île Maurice, la base française classique en océan Indien, et beaucoup d'officiers craignent que les dégâts trop importants lors des batailles ne mènent à la catastrophe. Il faut bien comprendre qu'à cette époque, le temps de navigation est extrêmement long, et que se maintenir pendant des mois loin de ces bases de ravitaillement est extrêmement difficile d'un point de vue logistique. Au mouillage dans les baies, les charpentiers du bord peuvent rafistoler les vaisseaux, mais il faut un soutien logistique très important pour tenir dans le temps. Suffren va là aussi se distinguer. Si après ses accords avec Haïdar Ali, Suffren possède de l'argent et du ravitaillement en Inde, il manque toujours un grand port pour réparer convenablement. Or, le seul port correspondant à ses besoins est celui de Trincomalee, au Ceylan, capturé l'année précédente par les Anglais. Suffren est en contact régulier avec le gouverneur du Ceylan, Wilhelm Falk, avec qui il échange des renseignements précieux sur les mouvements des navires anglais. Falk fournit également des vivres, du ravitaillement fondamental pour la poursuite de la campagne. Désormais assuré des soutiens logistiques, Suffren décide maintenant d'empêcher Hughes de nuire. Après les 2 matchs nuls de février et d'avril, c'est en juillet que les 2 flottes s'affrontent de nouveau au large de la colonie néerlandaise de Negapatam. Nouvel affrontement et nouveau match nul au terme d'une bataille sanglante dans laquelle Suffren se distingue à nouveau particulièrement. La bataille est furieuse, les Anglais se retirent avec de graves dégâts matériels, mais les Français ont perdu beaucoup plus d'hommes d'équipage. Ce nouveau match nul exacerbe encore plus la crise entre Suffren et les capitaines des autres navires. En effet, le chevalier de Sillard, commandant du Sévère, s'est retrouvé à 1 contre 3 en plein milieu de la bataille et a voulu abandonner son navire aux Anglais. Le Sévère n'a dû son salut qu'à la révolte d'autres officiers et de l'équipage au bord de la mutinerie, permettant ainsi au navire de continuer le combat. 3 autres capitaines sont renvoyés ou sanctionnés pour manquement manifeste à l'issue de cette bataille. Si Suffren se permet ce luxe, c'est aussi parce qu'il a le soutien inconditionnel des équipages, car il veille en permanence au ravitaillement, au paiement des soldes et à l'état minimal d'hygiène à bord de son escadre. Suffren profite des temps nécessaires aux réparations pour affermir sa relation avec le Nabab Haïdar Ali, démontrant à nouveau toutes ses qualités diplomatiques. Prévenu que Paris lui envoie plusieurs vaisseaux de guerre en renfort, Suffren se prépare désormais à reprendre le fort et le port de Trincomalee, soutenu par les Hollandais. En août 1782, des navires de guerre et des navires marchands remplis de vivres et de munitions arrivent pour renforcer l'escadre de Suffren. Au même moment, le chef français apprend que le port de Trincomalee est évacué par les navires anglais. Il faut en profiter et passer à l'attaque. Après un très court siège, la place anglaise capitule devant le bailli. Le timing est impeccable, car 2 jours plus tard, les canons avertissent que les voiles anglaises arrivent. La flotte française appareille et un nouveau duel s'engage avec Hughes. Comme lors des dernières batailles, Suffren et quelques navires se retrouvent engagés à fond contre la flotte anglaise, séparée du reste de l'escadre. Mais cette fois, la situation se détériore, passant pas loin de la catastrophe. En effet, au cours de la manœuvre,
le héros de Suffren fait face seul à 4 vaisseaux anglais. Il perd 2 de ses mâts et perd des dizaines de marins tués au combat. Suffren passe alors sur l'Orient, un navire manœuvrant, pendant que le reste de l'escadre arrive finalement au secours des 3 vaisseaux français, entraînant la retraite de Hughes car ils arrivent sur son arrière, mettant les Anglais dans une situation très délicate. Les Anglais s'échappent au moment où les vaisseaux français allaient les canonner en enfilade par l'arrière, la pire des situations possibles. Une fois de plus, Suffren a manqué d'anéantir l'escadre anglaise et les problèmes de commandement ne sont toujours pas réglés. Pire, lors du retour vers Trincomalee, l'Orient s'échoue sur des récifs. En Inde, la mort de maladie du général Duchemin et des problèmes de ravitaillement changent la situation. La garnison française est désormais assiégée par les Anglais. La flotte appareille donc vers l'Inde pour secourir la garnison de Gondelour, mais la mousson arrive et les hostilités doivent s'arrêter pendant quelques mois. En attendant les renforts attendus depuis la France, Suffren pratique une véritable campagne de corsaires de décembre à mars 1783, capturant de nombreux navires de commerce ennemis. En mars, malgré quelques navires arrivés en renfort, Suffren est désormais en infériorité numérique et sent que la campagne française dans l'océan Indien est en train d'échouer. La situation terrestre est mauvaise, la situation navale se détériore tandis que les Anglais se renforcent. Le temps joue contre les Français, Suffren décide donc d'attaquer une nouvelle fois Hughes alors qu'en Europe, des préliminaires de paix sont ouverts. Pendant plusieurs jours, les flottes françaises et anglaises vont jouer au chat et la souris au large de Gondelour où les 5000 soldats français sont assiégés à 1 contre 3. Finalement, la deuxième bataille de Gondelour survient le 21 juin 1783, largement à l'avantage de Suffren. Le lendemain, Suffren tente à nouveau de livrer bataille, mais le contre-amiral Hughes sonne la retraite. La garnison de Gondelour est sauvée. Mais alors que Suffren est désormais maître absolu des mers, une frégate arrivée d'Europe annonce que la paix est signée. Pour la flotte épuisée, il est temps de rentrer. Revenu à Paris en 1784, Suffren est nommé lieutenant général des armées navales, chevalier du Saint-Esprit et se voit attribuer la charge de vice-amiral. Si les victoires de Suffren et ses qualités navales sont incontestables, le bilan de la campagne des Indes est relativement moyen sur le plan des résultats. Néanmoins, après des années d'humiliation et de défaites, Suffren a su gagner, dominer l'ennemi anglais supérieur en nombre et en matériel. Ses qualités, sa fougue, son coup d'œil sont célébrés partout, y compris aux Indes néerlandaises. La santé de l'amiral Suffren va progressivement décliner en raison notamment de son goût pour la bonne chère. Assistant à la crise politique qui mena plus tard à la Révolution française, Suffren se montre favorable aux réformes. Comblé d'honneur, Suffren meurt à Paris en 1788 alors que le roi venait de lui confier le commandement d'une flotte en armement à Brest. À la veille de la Révolution, son prestige est au plus haut, au point que Napoléon regretta fortement de n'avoir pu bénéficier de ses qualités. Tacticien remarquable et combattant intrépide, Suffren reste l'une des plus belles figures de l'histoire navale, à l'égal de Nelson ou de Ruyter. Dès 1791, un premier vaisseau porte le nom de Suffren. Celui-ci sera suivi par 6 autres navires à travers les décennies, jusqu'en 2019 avec l'arrivée du dernier né des sous-marins français.